Alors, on va passer maintenant au témoignage des collectivités donc, qui sont en vidéo. Alors, on va commencer par Monsieur Julien Rodriguez, qui est secrétaire général à la mairie de Mitterscholz, et ensuite par le témoignage de Jean-Luc Delpech, qui est président de la communauté de communes du Puy-Niçois. Voilà. Et en fait, si la visio nous le permet, ensuite, on souhaiterait faire un petit temps d'échange entre nos experts et les collectivités présentes, qui sera animé par William, qui est dans le public. Donc, est-ce que tu pourras nous rejoindre? Voilà. Et vous pourrez ensuite aussi, c'est prévu, un petit temps de questions aux collectivités et aussi, encore une fois, aux experts pour reste des demandes. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir à distance. Donc, je vais faire un témoignage sur la commune de Muttersholtz, qui se situe à côté de Sélestat, dans le Bas-Rhin, donc entre Strasbourg et Colmar. Et donc, une commune de 2200 habitants qui a été nommée capitale française de la biodiversité en 2017 et qui est donc dans le réseau des territoires à énergie positive. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Alors, je vais voir si j'arrive à défiler. Pour l'instant, voilà, tac. Donc ma présentation, la sobriété d'un smart Dorf. Alors bon, c'est un peu la couleur locale. Dorf veut dire village en alsacien. Donc c'est un petit peu pour prendre à revers la smart city où il y a souvent l'accent qui est mis un peu sur les technologies. Là, je vais plutôt vous parler de méthode. Et donc ma présentation, surtout la première partie, va plutôt parler de la méthode pour conduire ce qui peut s'apparenter à des politiques de sobriété. Donc d'abord une méthode, une utilisation intelligente de toutes les ressources et moins de biens, plus de liens. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau communal sur cette question du vivre ensemble et du faire ensemble? Donc la sobriété, un état d'esprit et une méthode. Donc d'abord, disposer d'une orientation à long terme, d'objectifs généraux et cohérents de transition écologique. Il me semble qu'effectivement, dans ce qu'on peut appeler sobriété ou dans ce qu'on met derrière le terme de sobriété, ça va aussi dépendre de la vision globale qu'on a et de l'orientation qu'on donne. Donc bon, chez nous, c'est la dynamique TEPOS, c'est un des objectifs. Et une méthode, donc c'est projet par projet, action par action, définir les besoins et les objectifs. Donc comment répondre aux besoins de la manière la plus juste, la plus précise et la plus efficace? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui a du sens? Donc là, effectivement, ça renvoie à ce que je viens de dire. C'est d'abord disposer du cadre un petit peu général, conceptuel, pour ensuite pouvoir, au fil de l'eau, répondre aux choses. Donc, c'est pour ça que quand on a commencé à parler de la sobriété, quand on a commencé à nous interroger sur la sobriété il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais un peu de mal à répondre si on faisait des choses en matière de sobriété parce qu'on n'avait pas de politique publique de sobriété à notre échelle. Un village de 2200 habitants, on n'a pas cette prétention-là. Mais en fait, on a beaucoup de choses qui s'y apparentent. Ça dépend après comment est-ce qu'on lui donne sens ou pas. Donc, prendre le temps de la réflexion et favoriser l'intelligence collective. Donc, je tiens à excuser le maire qui n'a pas pu assurer cette présentation, mais on la refera dans 2 jours aux rencontres nationales des territoires énergie positive dans les crêtes pré-ardennaises. Donc, ça lui tient beaucoup à cœur, l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est vraiment la discussion avec l'ensemble des parties prenantes qui permet de rendre acceptables les choses, de les faire partager et surtout d'aboutir à quelque chose qui est plus mûri et plus adapté. Donc effectivement, permettre l'appropriation de chaque projet, de chaque action par les partenaires, les usagers et la population. Ça nécessite un temps, voilà. Rechercher des partenariats pour faire émerger les complémentarités, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de réinventer le fil à couper le beurre s'il existe dans le village d'à côté. Donc, plutôt se poser la question de comment est-ce qu'on peut se positionner en complémentarité et ne pas créer de doublons.
mobiliser les compétences qui existent pour pas non plus essayer de refaire des choses qui existent déjà, créer des synergies, ne pas entrer en concurrence et répondre aux besoins réels et non aux besoins imaginés. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc plus de temps et de réflexion, c'est un projet mieux défini, utile, bien dimensionné. La seule ressource que nous n'économisons pas, c'est la matière grise. Alors effectivement, parfois ça peut être un petit peu frustrant parce que les projets n'avancent pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait. Il y a des projets qui ont mis 10 ans à sortir, 15 ans à sortir. Au final, c'est des projets qui répondent bien aux besoins, mais entre-temps, c'est beaucoup de temps de discussion. Un petit point aussi, toujours dans la méthode, et je vais le développer par la suite, c'est toujours plus facile de répondre à un besoin nouveau avec sobriété que de renoncer à une pratique existante pour être plus sobre. Donc, on va voir 2 exemples, notamment avec le projet de nouveau gymnase versus l'extinction nocturne de l'éclairage public. Un exemple, donc le gymnase à énergie positive que vous voyez là, qui se situe au cœur de village. Donc, d'abord, ce qu'il a fallu faire, c'est définir le besoin en tenant compte des dynamiques collectives existantes. Donc déjà, le choix qui a été fait, c'est de faire un gymnase plutôt qu'un complexe multisport. Donc, effectivement, il y avait des voix qui s'élevaient pour dire « mais pourquoi est-ce qu'on fait un gymnase qui va répondre que aux besoins d'une seule association, en l'occurrence la société de gymnastique, et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une salle où on pourrait faire aussi du basket, du hand, du judo, voilà. La réponse a été de dire déjà parce qu'il y a un club qui existe, qui marche bien, et donc le but c'est d'encourager ces pratiques-là. Ensuite, le hand, le basket, ça peut être fait dans les villages ou dans les villes juste à côté, donc avec des clubs qui fonctionnent très bien, qui sont très dynamiques. Donc le but c'est pas de faire quelque chose qui rentre en concurrence. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était limiter le besoin de déplacement et l'étalement urbain. Donc, on avait la possibilité de construire ce nouveau bâtiment en périphérie du village, donc à l'extérieur du village, avec de la place, et notamment de la place pour faire des parkings. Le choix, ça a été plutôt de construire une nouvelle centralité, puisque notre village n'a pas vraiment de centre, c'est plutôt un village-rue, autour d'équipements publics plutôt que de construire en périphérie. Donc, c'est d'abord une étude avec le CAE, une étude un petit peu sur la définition du besoin, l'urbanisme, et 10 ans d'acquisition foncière à l'amiable pour permettre cette réalisation. Donc, entre le foncier pour construire ce gymnase, mais aussi toutes les liaisons douces qui permettent d'y amener. Parce que renoncer au parking, c'est aussi favoriser des liaisons douces. Donc, ça veut dire permettre aux gens de venir à pied ou en vélo. Et donc aussi un petit peu se heurter à l'hostilité de certains pratiquants qui ont l'habitude de venir en voiture. Et après, c'est favoriser la rencontre et le vivre ensemble, puisque ce complexe, c'est un complexe sportif, culturel et citoyen qui rassemble des activités culturelles, festives. Il y a la salle du conseil municipal qui a été déplacée à cet endroit-là pour des raisons de mise en accessibilité de la mairie. On a préféré construire cette nouvelle salle plutôt que de construire un ascenseur. Au cœur du réseau des liaisons douces, c'est une mutualisation des salles et de la chaufferie avec la future résidence senior. Ensuite, pour le projet un peu périphérique, c'est-à-dire l'aménagement du cœur de village tout autour, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est construire une nouvelle centralité. Donc, on a volontairement laissé un peu en friche tous les aménagements extérieurs, le temps d'avoir une démarche citoyenne sur ces aménagements. Donc, on a co-construit le programme d'aménagement urbain avec un groupe de citoyens. Dès le programme, donc c'est-à-dire avant même le recrutement d'un maître d'œuvre, on a élaboré le programme avec des citoyens. Et donc, ça aboutit sur un aménagement public zéro voiture, zéro tuyau dans le sens où c'est un aménagement qui va être 100% perméable. Donc, ZAN, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'artificialisation. Le gymnase a été construit sur une ancienne ferme, un ancien hangar agricole, et avec du végétal majoritaire pour lutter contre les îlots de chaleur et apporter de la fraîcheur dans ce centre-village. Alors, cette méthode-là, elle a aussi été déclinée sur d'autres exemples. La salle culturelle que vous voyez juste à côté,
C'est une ancienne synagogue, hein, donc on a un peu eu la même démarche sur qu'est-ce qu'on allait y faire de cette salle. Je ne vais pas le développer ici, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez soit me contacter, soit venir nous rendre visite, on vous en dira plus. Et l'extinction nocturne là, que je vais développer juste après. Donc l'objectif TEPOS, je vais assez rapidement, là c'est entre 2014 et 2016, nos consommations de gaz et d'électricité avant tous les travaux qu'on a fait, puisque donc la commune de Muttersol, ça a été retenu à l'appel à projet TEPCV, et donc on a eu beaucoup d'aides, mais avant ça, on avait commencé par voilà, hein, du réglage de chaudière, du réglage de température, quelques petits travaux sur l'éclairage public d'abord quand même. Donc, il y a eu quand même, on va dire, entre 10 et 20% de baisse quand même, simplement par ces pratiques-là. Ensuite, les résultats aujourd'hui, après tous les travaux, après le mandat 2014-2017 qui a été vraiment très intense, aussi bien sur l'efficacité énergétique, hein, sur les bâtiments avec des grosses rénovations, que sur l'éclairage public, donc passage au LED, mise en place de l'abaissement nocturne, travail sur les armoires. Donc, on a très fortement réduit nos consommations, hein, ce que vous voyez à gauche. Hein, donc, on a quand même des consommations de gaz hein, qui restent. L'éclairage public a été réduit fortement, donc il ne représente plus que 50% de notre consommation d'électricité, alors qu'il en représentait 75 hein, auparavant. Et là, on est encore moins avec l'extinction nocturne. Et des chaudières bois hein, qui sont venues se substituer à des chaudières gaz. Et vous voyez à droite nos productions énergétiques. Donc, la plus grosse part, c'est l'hydroélectricité, puisqu'on a installé 3 turbines sur 2 sites. Et le photovoltaïque qui a aussi été développé, aussi bien en autoconsommation individuelle qu'en injection, et aujourd'hui avec de l'autoconsommation collective. Donc, du coup, des équipements performants et intelligents. Donc, effectivement, l'éclairage public, hein, vous voyez ce qui se passait avant. On avait des éclairages de type boule, hein, donc on éclairait le ciel. On avait des mâts qui étaient assez nombreux, qu'on a réduits, hein, donc on a fait à peu près 1 mât sur 2. On est passé au LED. Donc, on a vraiment travaillé sur l'efficacité avec aussi l'abaissement nocturne. Donc, on a commencé par de l'abaissement nocturne, c'est-à-dire la réduction de la puissance d'éclairage en cœur de nuit, donc avec un gain très important, hein, puisque ça se voit directement, vous le voyez ici sur ce petit graphique. La première partie, c'est avant travaux, au milieu, c'est le jour des travaux, et après, c'est après les travaux. Donc là, on parle que de l'abaissement nocturne. On était déjà à presque 50% d'économie sur les armoires d'éclairage public. Et donc, à la faveur du premier confinement, le maire a décidé d'expérimenter l'extinction nocturne. Donc, voilà, un processus un petit peu différent, puisque là, on est sur quelque chose qui existe. Hein. Les gens ont l'habitude depuis 30-40 ans, dans notre village en tout cas, d'avoir la lumière la nuit. Donc, on a présenté ça comme une expérimentation. Ça a été validé d'abord par le conseil municipal. Hein. C'était une prérogative du maire, hein, l'extinction ou l'allumage nocturne. Hein, ce n'est pas quelque chose qui relève du conseil municipal, mais le maire a souhaité quand même déjà le faire valider par le conseil municipal. Et ensuite, dans la conception de la mesure, on avait la possibilité de se dire est-ce qu'on éteint par quartier ou est-ce qu'on éteint partout. Donc, dans un souci d'acceptabilité et de lisibilité, il a été fait le choix d'éteindre partout. Pour qu'on ne dise pas pourquoi cette rue et pas plutôt qu'une autre. Hein. Donc, on a vu effectivement d'autres communes qui avaient fait ça et qui se sont pris des critiques, mais pourquoi cette rue, pourquoi pas une autre? Et alors là, on rentre dans un débat sans fin. Donc, extinction sur la totalité de la commune et avec une phase d'expérimentation, donc avec un sondage en ligne où les gens pouvaient répondre est-ce qu'ils étaient d'accord, pas d'accord, pourquoi. Donc, ça a conduit notamment à un petit ajustement hein, sur les vendredis soirs et les samedis soirs où on a une heure d'extinction plus tardive pour permettre aux gens de rentrer chez eux à pied ou à vélo, hein, parce que l'éclairage public, c'est quand même avant tout pour les piétons et pour les cyclistes, parce que les voitures, elles ont des phares. Donc, voilà, un petit ajustement suite à cette phase d'expérimentation. Et finalement, c'est rentré dans les mœurs et aujourd'hui, il n'y a pas du tout de critique sur cette mesure. Alors voilà, j'en ai parlé donc des rénovations thermiques sur l'école, sur la salle des fêtes, la mairie avec des gros gains, des bâtiments neufs performants, le gymnase passif à énergie positive,
Des moyens de suivi importants aussi, hein, parce qu'on constate que souvent, ces équipements-là, pour qu'ils tiennent leurs promesses, il faut qu'ils soient suivis dans le temps. Donc, ce qu'on a appelé au départ SmartDorf, c'était ça, hein, c'était le suivi énergétique avec un système d'information énergétique. Une mobilité douce, donc effectivement, notre village est traversé par des départementales avec au départ peu de place pour les piétons et beaucoup de place pour la voiture, donc des travaux importants dès 2010 pour apaiser la circulation. Le passage en zone 30 sur tout le village, même en zone 20 à certains endroits. Des équipements en dehors des grands axes, hein, que vous voyez ici, des liaisons douces qui ont nécessité des acquisitions foncières pour permettre aux enfants de rejoindre les deux écoles qui sont séparées, hein, l'école maternelle et l'école élémentaire. De la signalétique pour bien montrer que c'est plus facile et plus rapide de faire ces trajets-là à pied ou à vélo qu'en voiture. Et après, tout un tas d'actions que vous connaissez, hein, donc des garages à vélo, le défi vélo, à l'école j'y vais à vélo, le Villancel, une aire d'écomobilité, Mobi pour accompagner l'école élémentaire aussi sur un plan de déplacement scolaire. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, a quand même eu des effets assez importants, notamment sur l'école élémentaire, hein, puisque en plein mois de juin, au moment du défi vélo, on était à 98% d'enfants qui sont venus soit à pied, en vélo ou à trottinette. Donc, le temps s'y prêtait effectivement, mais bon, on constate que même en période un peu moins propice, on a vraiment des taux d'usage du vélo très, très importants. Et ça, c'est vraiment dû aux liaisons douces qu'on a fait, hein, permettre aux enfants d'aller seuls à l'école dès le CE1, CE2, dans des itinéraires sécurisés en dehors des grands axes de circulation. Ça a vraiment eu un impact fort. Après, quand on parle de sobriété, c'est la sobriété foncière, hein. Donc, notre PLU, dès 2017, a mis un stop à l'étalement urbain. Donc, avant même qu'on parle de ZAN, hein, on a décidé d'arrêter l'étalement urbain avec même une partie de terrains constructibles qui a été déclassée. Bon, alors, c'était des terrains communaux, certes, hein, donc c'était plus facile, mais il n'empêche que voilà, hein, on a arrêté ça. Donc, la contrepartie, c'est une action forte sur les logements vacants. Et des OAP, donc des orientations d'aménagement et de programmation pour densifier certains îlots, mais de manière qualitative, hein, parce qu'on n'est pas aussi à l'abri d'une densification un petit peu anarchique qui produit des effets négatifs. Et donc, un gros travail sur les logements vacants, et là encore, une co-construction du dispositif avec les propriétaires des logements concernés, ce qui nous a permis d'avoir une très forte adhésion quand on a lancé le dispositif, puisque les gens qui étaient concernés ont contribué à l'élaboration de ce dispositif. Donc aujourd'hui, on est à une vingtaine de biens qui ont été mis en travaux pour presque 25 logements créés. Donc c'est presque un petit lotissement, hein, qui a été créé en l'espace de 5 ans. Sans aucune consommation de foncier. Alors après, bon, les énergies renouvelables, hein, j'en parle très rapidement, donc du photovoltaïque, les centrales hydroélectriques, les chaufferies bois. Et ensuite, voilà, quelque chose qui nous tient à cœur, hein, donc favoriser les rapprochements concrets, respecter l'intelligence collective et soutenir les initiatives citoyennes et innovantes. Donc, quand on dit favoriser les rapprochements concrets, c'est effectivement, hein, la sobriété heureuse, c'est aussi plus de temps pour les activités qu'on peut faire en commun, hein, et qui ne coûtent pas grand-chose, hein. Donc, l'Osterputz, ce qu'on appelle l'Osterputz, hein, c'est le nettoyage de printemps qu'on fait au mois de mars. Les chantiers participatifs, là c'est un chantier de construction d'une œuvre d'art du Landart en Saule, d'autres chantiers nature, hein, sur des espaces naturels, plantation d'arbres, de haies, les démarches d'éco-école, le marché des producteurs, bon, voilà, tout ce qui permet aux gens de se retrouver sur place. Ensuite, respecter l'intelligence collective et développer de nouveaux imaginaires, ça c'est important, puisque quand on défriche un petit peu de nouvelles thématiques, il faut se les approprier. Donc, par exemple, des voyages d'études en Allemagne, on est juste à côté de l'Allemagne, donc on en profite.
Quand je vous ai parlé aussi de la salle culturelle, ça a passé par tout un tas d'appropriations de ces thématiques dont on n'était pas familier. Donc, des voyages d'études, des discussions. Avec les agriculteurs, pareil, échanger sur des thématiques qui nous tiennent à cœur et où il y a parfois de l'incompréhension entre acteurs. Donc, ça permet de lever ces incompréhensions et de construire ensemble des plans d'action. Et après, la culture, quelque chose qui est important sur lequel on va aussi travailler lors des rencontres TEPOS. Donc, travailler sur la sobriété, c'est travailler sur l'imaginaire, sur les représentations. Donc, voilà, on soutient aussi la culture dans ces questions-là. Pareil, quelques initiatives qui montrent qu'effectivement, on peut faire ensemble et réduire un petit peu nos consommations d'une manière plus collective et d'une manière plus conviviale. Donc, vous avez là l'atelier de jus de pomme associatif. Il y a France 3 qui est venu la semaine dernière pour faire un sujet là-dessus. Donc, il y aura un sujet qui va passer sur l'émission météo à la carte très prochainement. Et donc, ce sont des bénévoles qui font tourner cet atelier et qui nous a permis de sauver notre ceinture de verger autour du village au moment du remembrement. Et donc, très concrètement, quand vous allez là-bas avec vos pommes, votre jus de pomme bio sort à 50 centimes le litre. Alors que si vous l'achetez, c'est au minimum 2 €, voire 4 € dans certains cas. Donc là, on peut dire qu'on fait de la production locale et qui est au final bonne pour le porte-monnaie, et on sauvegarde en même temps des vergers et on lutte contre le gaspillage de toutes ces pommes qui pourraient pourrir par terre. Et bon, évidemment, les bouteilles sont des bouteilles de crément d'Alsace recyclées et réutilisées. Un jardin partagé qui permet aussi ça, un sentier pieds nus et des démarches associatives avec la Maison de la Nature. Je ne l'ai pas trop développé, mais on a la chance d'avoir une Maison de la Nature, un centre permanent d'initiative à l'environnement qui a sa propre dynamique et qu'on soutient dans ces démarches. Et évidemment, tous les partenaires qui nous soutiennent, donc la région, l'ADEME, l'Agence de l'eau, le département, l'État. Et voilà les contacts si vous voulez en savoir plus pour une ou plusieurs de ces actions. Merci à tous et à disposition pour les questions.